Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors, suite et fin de ma petite vidéo d'hier sur le wokisme. Donc, on en était rendu à la dernière phrase. Les œuvres ou les monuments suspects d'avoir contribué à asseoir le pouvoir du mal blanc occidental sur le reste de l'humanité. Voilà, on en était resté là. Donc, tout cela donc à cause d'un virus inoculé il y a un demi-siècle à l'Amérique sous le nom de French Theory. N'est-ce pas le New York Times, désormais bien atteint lui-même par l'épidémie, qui l'a décrivit un jour de cette façon. Une colonie tropicale française, un Paris plein de serpents qui aurait poussé soudain sur notre gazon. Étrange procès dont les accusés sont tous morts. À l'époque durant laquelle il a été popularisé, le label était une manière commode de mettre dans le même sac nos stars de la pensée post-68arde. Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jean-François Lyotard et quelques autres moins connus ou plus éloignés de ce que l'on baptisait alors dans les sciences sociales le courant post-moderne. Un concept imaginé par Lyotard dans son livre La condition postmoderne, dont l'esprit inventif a produit aussi cette fracassante formule, aussi potache que bien dans l'esprit de son temps. On peut jouir en avalant le foutre du capitalisme. Il est réjouissant. Ces intellectuels, souvent incompréhensibles par le français moyen, avaient été mis à la mode sur le sol américain par Silver Lottringer, un professeur de littérature à la Columbia University, qui apparaît sur les photos d'époque comme un grand brun aux longs cheveux bouclés et une moustache à la D'Artagnan. Devenu un bel octogénaire coiffé d'un élégant Stetson, il s'est éteint le 8 novembre dernier à son domicile de Baja, California. Je pense que voilà, au Mexique, où il s'était retiré avec son ultime compagne. Le New York Times, dans la longue nécrologie qui lui consacre, le qualifie de Phineas Taylor Barnum du postmodernisme. Allusion à l'inventeur du cirque du même nom et du poison, il ne fut pourtant pas l'initiateur. Né à Paris de parents juifs polonais, il avait fui le nazisme. Donc, ouais, m'étonne qu'il a fui le nazisme. Donc Silver Lottringer n'est encore qu'un jeune étudiant gauchiste vivant dans la capitale au moment de la date officielle de l'atterrissage de la French Theory en Amérique. Tout commence en effet, selon l'historien des idées François Cusset, le meilleur connaisseur de cette drôle d'aventure intellectuelle sur laquelle il a écrit le livre le plus complet. Le 18 octobre 1966, jour inaugural d'un symposium de l'université Johns Hopkins sur le campus de Baltimore, organisé avec le soutien de la fondation Ford. Le thème n'a pas de quoi rameuter les foules. The Language of Criticism and the Science of Man, donc le journal de la critique et de la science humaine. En fait, il s'agit plutôt d'un échange sur la théorie dominante dans ces années-là. Le structuralisme pour lequel les organisateurs ont eu l'idée de faire venir 10 invités d'honneur français, parmi lesquels Roland Barthes, c'est Roland Barthes, et Jacques Lacan en tête d'affiche. Si l'un et l'autre font déjà figure de maîtres penseurs à Paris, ils sont en vérité peu familiers des États-Unis. Barthes, alors c'est pas le joueur de foot, ok, c'est pas le joueur de foot. Donc Barthes, du coup, avait découvert New York en 1958, la ville la plus prodigieuse du monde selon ses termes, lors d'une conférence, mais lorsqu'il évoquait son délire américain, celui-ci exprimait plutôt par une addiction aux boutiques de vêtements chics de Manhattan. Et même s'il a été le directeur de thèse de Lottringer à Paris, l'auteur des mythologies n'a jamais été vraiment impliqué dans la French Theory. Pas plus que Lacan, pour qui ces trois uniques visites dans le Nouveau Monde n'ont rien ajouté à sa gloire. Certes, le psychanalyste français le plus fameux à l'époque, sans doute sous le coup d'une promenade matinale sur le bord de mer, parmi les maisons colorées de Fells Point,
n'hésitera pas à s'exclamer le jour de la fameuse conférence que la meilleure image pour résumer ce qu'est l'inconscient est Baltimore au petit matin. Malgré tout, son charme n'a guère opéré sur les étudiants et son complexe de supériorité l'a vite amené à ce constat un peu dédaigneux: l'Amérique m'éponge. Entièrement en français, le symposium fondateur de 66 n'attire qu'un auditoire d'une centaine de personnes. L'importance que lui donne la mythologie de la French Theory tient au coup d'éclat réalisé ce jour-là par un philosophe alors relativement peu connu, un certain Jacques Derrida. Familier déjà depuis une décennie des allers-retours entre la France et les États-Unis, où il épousa en 1957 sa compagne Marguerite, décédée du Covid en mars 2020. Rien de tel que de s'attaquer à une vache sacrée pour accéder au vedettariat dans de telles circonstances. Ce beau normalien trentenaire, fumeur de pipe, réussit à se distinguer du lot en prenant pour cible le pape du structuralisme, absent mais présent dans toutes les têtes, Claude Lévi-Strauss. On ne s'attardera pas sur le propos qui vole tellement haut que toute personne dotée d'une capacité de compréhension moyenne s'en trouve vite privée d'oxygène. Car l'important se trouve ailleurs. Ce texte de Derrida ouvre la voie à la notion de déconstruction, laquelle va faire sa gloire, mais devenir aussi en partie à son corps défendant l'arme de destruction massive aux mains du wokisme. Donc l'intervention du concept de déconstruction. Personne n'a même pas son auteur, n'a vraiment réussi à donner une définition claire du concept derridien. Et pour cause, puisqu'on pouvait le caractériser comme une notion autodestructrice, car il s'agit de déceler dans tout texte, quelle que soit la nature, y compris scientifique, des espaces pouvant lui donner une autre signification que celle qu'il prétend avoir. L'intention, ouvrez les guillemets, l'intention de celui qui parle ne compte pas, explique Derrida. Ce qui importe, c'est l'impact de ce qu'il dit. Pas faux. Ne doutant de rien, pour se faire les dents avec la théorie toute neuve, le jeune philosophe, qui à cette période ne parle même pas encore anglais, choisira quelques années plus tard de s'attaquer à la vache sacrée des Américains. La déclaration d'indépendance, pardon. Il explique lors d'une intervention que cette déclaration adoptée par les représentants au nom du peuple repose sur une réforme, sur une forme de fiction. C'est parce que elle a été signée en son nom que le peuple acquiert une existence. Ce qu'il résume par une formule fondée sur un jeu de mots, comme il les aime. Ouvrez les guillemets, la signature invente le signataire. Fermez les guillemets. Machine à donner à tout texte un autre sens que celui qu'il prétend avoir. Ce terme de déconstruction va devenir un vrai gimmick du wokisme en empruntant aux filières. La première, purement académique, s'installe grâce à une discipline nouvelle qu'on appelle le Cultural Studies. Donc l'étude culturelle, entendez. Chez les universitaires américains où Jacques Derrida recruta ses premiers épigones. Donc parmi eux, une indienne professeure à l'université de Columbia, considérée comme une des représentantes les plus influentes de la pensée post-coloniale, Gayatri Spivak, aujourd'hui octogénaire. Théoricienne de la littérature, c'est elle qui a osé se lancer à 30 ans dans la traduction en anglais de l'ouvrage phare et particulièrement abscon, long de près de 500 pages du philosophe français de la grammatologie. Elle le publie en 1976, après 3 ans de travail, précédé d'une préface de 100 pages, ça fait long, qui présente cette œuvre comme une caution théorique de ses propres combats identitaires. Femme de gauche, charismatique, elle saisit avec brio l'idée développée par le livre de Derrida, selon laquelle aucun écrit ne peut dire objectif pour débusquer derrière les études universitaires menées sur les femmes ou les minorités ethniques, l'expression de la subjectivité du mâle blanc. Fait notable, cette traduction d'une œuvre presque intraduisible se vendra aux États-Unis à plus de 100 000 exemplaires. C'est là qu'entre véritablement en scène Sylvaine Lottringer, qui, avec un sens du marketing particulièrement affûté, a joué un rôle clé pour que se réalise un tel exploit.
S'il a raté la rampe de lancement du colloque de Baltimore, pas question pour lui de laisser à d'autres le soin de mettre sur orbite la French Theory. Donc il crée donc une seconde filière, l'effet snobisme, en créant une maison d'édition autour des divers concepts forgés par des amis intellectuels parisiens qu'il intitule façon d'afficher d'emblée ses intentions de tordre le cou au langage commun, sémiotexte. Certaines de ces couvertures de la revue du même nom, publiées pendant près d'un demi-siècle, sont devenues cultes, comme celle représentant une charge policière réalisée par Cabu à propos du numéro sur l'anti-Oedipe. Alors, pour ceux qui connaissent pas Cabu, je pense qu'il s'agit de celui qui s'est fait assassiner, Charlie Hebdo, le journal satirique, là, qui était un dessinateur, voilà, quand même relativement connu. Donc, je pense que c'est de lui dont il parle là, parce que je vois pas qui d'autre cela pourrait être, mais après, l'époque... Alors, c'est peut-être pas le même homme, je sais pas. Là, il précise en tout cas pas la date, donc du coup, c'est très compliqué de vous dire si c'est celui-là ou pas. Enfin, en tout cas, bref. Donc à propos du numéro sur l'anti-Oedipe, œuvre majeure de Gilles Deleuze et Félix Guattari, ou une autre illustrée par Gilles Eisner à propos de la répression en France, sur laquelle une guillotine remplace l'obélisque de la Concorde. Dans la foulée, on va peut-être la remettre la guillotine s'il continue à nous emmerder d'ailleurs. Dans la foulée, pour rééditer en plus spectaculaire, le coup d'éclat de Baltimore, le franco-américain monte une conférence spectacle de 3 jours dite Schizoculture en novembre 1975 à New York, dans l'amphithéâtre géant du Teachers College de Columbia. Visiblement, le philosophe américain Arthur Danto a vécu cette manifestation comme une épreuve. Speaker le même soir que Jean-François Lyotard, il le décrira comme un homme qui a ce que je pense être le vrai don de l'incohérence. Ce dernier parle en français, on lui avait d'ailleurs adjoint 3 interprètes qui parvinrent presque à se fâcher faute d'arriver à se mettre d'accord sur ce qu'ils disaient. Du coup, Gilles Deleuze décida de se passer de traducteur et préféra s'exprimer lentement en s'aidant de dessins de tiges de bambou crayonnés sur un paperboard pour illustrer les thèses sur les rhizomes, sa grande percée philosophique. Son compère co-auteur de l'anti-Oedipe, Félix Guattari, voit sa conférence en soi ardue à suivre même par un public francophone, brusquement et bruyamment accompagné par un orchestre. Quant à l'intervention de Michel Foucault, elle prend vite mauvaise tournure, l'auteur de Surveiller et punir, supportant assez mal l'intervention d'un provocateur ayant sans doute un peu trop fumé, qui l'accuse d'être un agent de la CIA. Une schizopartie est organisée le 2e jour avec Patti Smith en vedette, qui attire 2000 spectateurs. Au final, le co-organisateur John Reichman résume par ces mots l'ensemble des journées dans une interview à Village Voice. Un événement organisé pour permettre à des gens qui ont été en contact avec différentes formes de folie d'entrer en relation les uns avec les autres. Au-delà des cercles académiques, ce cocktail étrange mêlant la montée d'une contestation radicale du mandarinat universitaire par une jeune garde qui se réclame parfois très abusivement d'un Jacques Derrida ou d'un Michel Foucault, et l'orchestration d'un buzz très tendance, notamment sur la scène artistique, s'avère détonnant. Il va faire que cependant une brève période, la soi-disant French Theory, semblera être la source d'inspiration privilégiée de New York à San Francisco de tous ceux, artistes, cinéastes, critiques ou chercheurs, qui se voulaient à la pointe de la vie intellectuelle et de la contestation du système. Très irrité par cet assaut de théorie à la française au royaume du pragmatisme anglo-saxon, la critique du néo-féminisme Camille Paglia, professeur à l'université de Philadelphie, avança même cette comparaison. Lacan, Derrida et Foucault sont les équivalents universitaires de BMW, Rolex et Cuisinart. Le fait est que le très commode concept auto-immune de déconstruction connaît alors un retentissement allant bien au-delà des cercles académiques. La seule fois où j'ai vu un philosophe salué comme un prophète, ce fut en Californie en 84, lorsque j'assistais à une conférence de Jacques Derrida, raconte ainsi l'écrivaine Iris Murdoch.
Certains n'hésitent pas à rebaptiser leur déconstructeur, en chef, le Madonna de la pensée. Pourquoi pas, puisque le groupe de rock Scritti Politti lui a consacré une chanson aux paroles énamourées, I'm in love with Jack Derrida. Bon. Il fait l'objet de plusieurs documentaires, notamment Derrida de Kirby Dick et Amy Zering Kaufman, sorti en 2002. Projeté devant les salles combles et son mot fétiche passe progressivement dans le langage courant. Il fut un temps où le dernier chic sur un campus était de répondre quand on était interrogé sur les études I do decon. Si Derrida n'a pas eu la chance, comme Jean Baudrillard, le sémiologue, lui aussi enrôlé par la French Theory, désigné comme leur père spirituel par des créateurs du blockbuster Matrix. Il y aura eu un joli clin d'œil de Woody Allen avec le titre d'un de ses films, Deconstructing Harry. Curieusement, la patrie mère de la déconstruction est devenue Harry dans tous ses états. Même dans le luxe, certains designers se sont fait les héros, héros H-E-R-A-U-T-S, d'une autre couture, Deconstructed. Malgré tout, au final, on a bien du mal à établir un pont entre cette vogue très éphémère de l'hétéroclite, troupe de maîtres penseurs, habillement marqueté, il y a un demi-siècle sous le terme de French Theory, et le politiquement correct qui fait aujourd'hui des ravages dans la vie des idées aux États-Unis. François Cusset le montre bien dans son essai. C'est une nouvelle génération d'universitaires américains qui s'est emparée de ce label attractif pour ébranler un système universitaire sclérosé et donner un semblant de cohérence idéologique à leur combat sur les genres, les minorités ethniques et le passé esclavagiste de leur nation. Il n'y a rien de plus américain au fond que la prétendue French Theory. D'ailleurs, celui qui le dit encore le mieux, c'est Jacques Derrida dans une de ses lettres de voyage à son amie, la philosophe Catherine Malabou. La contre-allée voyager avec Jacques Derrida. La quinzaine littéraire, Louis Vuitton, 310 pages, 28 €. Où il dépose comme en passant une énième définition de sa notion iconique, l'Amérique est le nom propre de la déconstruction. Et effectivement, celle-ci en a fait un sacré chantier. Voilà, donc vous avez après le livre donc de Pierre Valentin, l'idéologie woke, une anatomie du wokisme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette suite et fin vous aura plu. Elle est plus longue que la précédente, parce que je vous avais dit, l'article il restait encore pas mal à lire. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Donc, si vous avez des questions éventuellement, bon, je suis pas une experte non plus, mais bon, si vous avez des questions, peut-être qu'entre vous pouvez vous répondre. Et moi aussi, si je peux répondre, je répondrai bien volontiers. Donc comme d'hab, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche pour être alerté de la prochaine qui sortira. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur MAMS TV. Ciao!